Bonjour à tous et toutes, bienvenue à ce webinaire de Sila qui est sur le thème de travailler au Canada, trouver un emploi et obtenir un permis de travail. Moi, je m'appelle Rima et ça fait 10 ans que je vis au Canada, j'ai immigré ici. Et aujourd'hui, avec nous, nous avons Laurine, Fanny et Rita. Et c'est grâce à elles et à leur générosité que ce webinaire a pu voir le jour. Il y a beaucoup des personnes qui sont aujourd'hui avec nous qui ont appris l'existence de ce webinaire à travers leur université LAU ou bien à travers le groupe de Mario. Mario s'excuse, il vous dit bonjour, il aurait aimé être là. Et donc, on est très, très content d'être là pour vous aujourd'hui pour répondre à vos questions sur le sujet. C'est un sujet qui est vraiment chaud. On a pensé qu'avec les difficultés d'immigration, c'est peut-être quelque chose qui vous intéresse pour ceux qui ne peuvent pas prendre la voie d'immigration. Donc, j'espère que cette session va vous être bénéfique. Je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer un peu les démarches et logistiques de notre webinaire. Donc, ce webinaire est enregistré. Vos caméras et vos micros sont fermés durant toute la partie de la présentation. Par contre, lors de la partie des questions-réponses, vous allez pouvoir lever la main et on va vous donner la parole. À ce moment, c'est libre à vous si vous voulez mettre votre micro ou votre caméra on. Tout au long de la session, vous pouvez nous envoyer vos questions dans le chat. On va essayer d'y répondre. Par contre, certaines réponses à vos questions seront déjà dans la présentation, donc ça va être répondu au fur et à mesure. Pour les autres questions, vous pouvez les laisser jusqu'à la fin. Sinon, parfois, moi, je vais remarquer que certaines questions sont pertinentes, puis je vais interpeller Laurine ou Fanny pour répondre sur le champ. Vous savez que nous organisons toujours des webinaires, donc restez à l'écoute pour les prochains. Puis aussi, à la fin de notre session, on va vous envoyer un lien pour le formulaire d'appréciation que vous pouvez remplir et nous donner votre feedback. Maintenant, je vais vous parler un peu de SILA. Donc, SILA, ça veut dire soutien et intégration aux Libanais à l'étranger. Et nous sommes un organisme à but non lucratif. On est basé à Montréal. On est officiellement enregistré au gouvernement du Québec. Et suite à l'explosion du 4 août à Beyrouth, nous avons fondé cet organisme-là pour aider les Libanais qui considèrent un peu un projet Canada. Nous sommes tous des bénévoles. Et puis, nous sommes vraiment une petite équipe, donc on espère grandir encore plus. Nous avons officiellement lancé notre organisme le 4 août 2021. Puis, au niveau de nos services, ce qu'on offre, c'est un soutien à l'immigration. Donc, on n'est pas conseiller en immigration, mais on vous accompagne. Si vous avez des questions, on vous dirige à la bonne place. On offre du soutien pour l'intégration des nouveaux arrivants. Donc, si vous êtes sur le point d'arriver ou vous venez d'arriver ou ça fait 1 an que vous êtes là, on peut vous donner de bonnes pistes pour pouvoir vous intégrer ou essayer de vous donner des conseils. Et également, on fait beaucoup d'échanges interculturels. Donc, notre objectif est pour que les personnes qui viennent ici puissent s'adapter puis apprécier la vie canadienne. Nous avons également un buddy system. Donc, c'est un système de parrainage ou marrainage pour des familles ou des individus qui ont besoin de parler avec quelqu'un qui a vécu le même parcours, avec qui ils peuvent échanger. Donc, notre équipe est là pour les accompagner. On vous propose de nous suivre sur Facebook, donc de liker notre page. Vous pouvez aussi nous contacter à travers notre site web. On a différents formulaires. Donc, si vous êtes résident au Canada, vous pouvez remplir le formulaire de membre. Aussi, vous pouvez nous écrire si vous avez des questions. Vous pouvez également devenir bénévole. Nous avons des bénévoles au Liban. Donc, je salue Dania, Maïssa, Petra, Giorgio et Chloé. Et là, dans le chat, Joël va vous mettre un peu les liens pour tout ça. Comme ça, vous allez pouvoir nous contacter. Et maintenant, je cède la parole à Laurine. Laurine va vous parler un peu de Imetis et ImiJob. Puis, c'est elle qui va vous présenter toute la partie logistique administrative de comment avoir un permis de travail pour venir travailler au Canada. Merci, Laurine.
Merci beaucoup, Rima. Déjà, bonjour à tous, enfin, plutôt bonsoir, parce qu'il me semble que c'est le soir d'où vous êtes. Avant de commencer, effectivement, vous parlez, c'est ça, de trouver un emploi, d'obtenir un permis de travail. Je voudrais vraiment remercier Scylla, particulièrement Rima et Joël, qui ont monté le webinaire. Je suis moi-même immigrante, donc j'ai vécu le parcours d'immigration depuis la France. Donc, ça nous tient toujours à cœur de participer à des webinaires pour donner le plus d'informations possible pour arriver, vous aussi, si vous avez envie d'immigrer, à passer par ce parcours. Donc vraiment, merci à Scylla pour l'invitation. Et puis, même si elles n'ont pas encore parlé, je remercie aussi Fanny et Rita qui interviendront un petit peu plus tard. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par me présenter. Puis vous voyez à l'écran que je ne suis pas toute seule, même si je suis toute seule dans ce webinaire. Donc pour ma part, je m'appelle Laurine Benoît. Donc je suis en charge du développement de la plateforme ImiJob, dont je vais vous parler tout à l'heure, mais aussi d'Imetis. Donc j'ai deux casquettes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait brièvement chez Imetis? En fait, on accompagne en immigration, donc en matière, on va dire administrativement, des personnes qui souhaitent immigrer au Canada. Donc, on soulage en fait de toute cette partie administrative pour obtenir un permis de travail. Et puis là, je vais vous présenter ImiJob dans quelques instants, mais avant, je vous parle de Régis. Régis, on travaille main dans la main. Vous pourriez en fait être amené à être en contact avec Régis si jamais vous nous envoyez votre CV. Donc, c'est pour ça que je tenais à l'avoir à l'écran parce qu'on est vraiment deux à porter ce projet. Je vais commencer par vous parler rapidement d'ImiJob parce que je veux vraiment passer du temps sur la partie permis de travail, trouver un emploi. Donc, ImiJob, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme d'emploi. C'est-à-dire que ce n'est pas une agence de recrutement, ce n'est pas une agence de placement, c'est vraiment une plateforme dont le principe est très simple. On va venir en fait mettre en relation des travailleurs étrangers, donc comme vous, qui ont la volonté de partir au Canada et d'y trouver un emploi, avec des employeurs canadiens qui sont ouverts à l'idée de recruter des travailleurs à l'étranger, donc qui sont ouverts aux démarches à l'international et qui vont vous soutenir dans ces démarches. Donc, c'est vraiment de la mise en relation. Nous, on n'intervient pas du tout dans le recrutement. Donc, si vous recherchez un emploi depuis l'étranger, nous, on va venir vous connecter en quelque sorte avec des employeurs. Et puis après, tout se passe en direct avec l'employeur. On va en reparler dans quelques instants. Brièvement des chiffres, donc on a dépassé hier les 8000 CV, donc c'est une petite fierté personnelle, mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est que des travailleurs à l'étranger déposent leur CV. On a plusieurs secteurs d'activité, c'est-à-dire qu'on accompagne des entreprises dans différents secteurs d'activité. Je peux citer la manufacture, l'enseignement, les TI, donc l'informatique. Et puis, on a des offres au Québec principalement, mais aussi dans d'autres provinces. Fanny pourra en reparler. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Pardon, je n'arrivais pas à passer ma diapositive. En fait, on aime à dire qu'on facilite votre départ. Donc, comme je vous le disais, on va venir vous mettre en relation avec des employeurs qui sont prêts à vous soutenir dans vos démarches. Donc, la mise en relation, comment ça se passe? C'est très simple. On accompagne les entreprises, elles expriment un besoin. Quand on voit que votre profil, c'est-à-dire votre profil professionnel, correspond à ce que recherche l'entreprise, on vous met en relation. Ensuite, quelque part, c'est à vous de jouer, c'est-à-dire que le processus d'entrevue se passe directement avec l'employeur. Nous, on va être là pour valider votre projet d'immigration, c'est-à-dire que notre équipe va regarder à quelles options d'immigration vous pouvez avoir, à quel programme de permis de travail vous pouvez prétendre, entre guillemets. Et puis après, si c'est un go avec l'entreprise, si l'entreprise vous fait confiance, elle nous confie les démarches qui visent à l'obtention de votre permis de travail. Donc, pour vous, candidats, c'est vraiment vous laissez porter. Et puis surtout, quelque chose que je tiens à mentionner, en tant que candidat, c'est entièrement gratuit. Donc, il n'y a aucun frais pour être mis en relation. Et puis, pour l'immigration, c'est les démarches qui sont prises en charge par l'employeur. Maintenant qu'on a parlé d'ImiJob suffisamment, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et puis, avant de parler d'immigration, peut-être quelques bonnes pratiques quand on recherche un emploi depuis l'étranger. Ce que je vous partage là, ce n'est pas une science exacte, c'est plutôt des bonnes pratiques de sortie de ce qu'on constate au quotidien, de ce qu'on a vécu dans l'équipe à titre personnel. Donc, c'est vraiment pour vous préparer à chercher un emploi depuis l'étranger. La première chose qu'il va falloir faire, c'est adapter votre CV aux normes canadiennes. Alors, le CV aux normes canadiennes, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas d'informations personnelles. Donc, votre âge, votre statut marital, le fait que vous ayez le permis de conduire, à part si vous êtes chauffeur poids lourd, ce n'est pas pertinent. Ça va vraiment être un document qui est dédié à votre profil professionnel. Donc, on retire sa photo aussi. Quand on ne dit pas d'informations personnelles, ce n'est pas de photo. Et puis après, c'est des petites choses. Par exemple, sur votre numéro de téléphone, mettez bien l'indicatif pays, puisque vous postulez depuis l'étranger. Donc, il faut que le recruteur, l'employeur, soit prêt à vous contacter directement. Ensuite,
Ce qui va être bon de faire, c'est se renseigner sur les termes qui sont employés localement, donc soit dans la province que vous visez, soit au Canada en général, notamment par rapport à votre niveau d'études. Je vais prendre l'exemple du Québec. Au Québec, un baccalauréat, c'est un diplôme d'études supérieures, généralement 3 ans d'études, quand ça va être entendu souvent en Europe au sens un diplôme de fin de secondaire, de fin de lycée. Donc, ce sont vraiment des petites adaptations à faire pour, d'une part, rendre votre CV plus compréhensible de la part d'un employeur canadien à la première lecture et puis montrer aussi que vous vous projetez et que vous avez en quelque sorte fait vos devoirs et que vous êtes renseigné sur ce qui se fait localement. Aussi, ce qui peut être intéressant de faire, c'est, on va en parler juste après, c'est de vous renseigner un petit peu sur les possibilités d'immigration. Ça peut rassurer un potentiel futur employeur de voir que vous vous êtes déjà posé la question de est-ce qu'il va falloir que j'obtienne un permis de travail et si oui, comment. Et puis, un point important aussi, en accord avec votre profession, ça peut être bon de vérifier, et puis votre profession et la province que vous visez au Canada, de vérifier un petit peu les exigences pour exercer votre profession. Sans rentrer trop dans les détails, il y a beaucoup d'ordres professionnels au Québec, donc il se peut, par exemple, si vous êtes infirmier et que vous souhaitez exercer à Montréal, il va falloir être membre de l'Ordre des infirmiers du Québec. Il y a aussi un ordre des ingénieurs, les pharmaciens doivent éventuellement obtenir un permis d'exercice. C'est vrai aussi dans l'enseignement, puis Fanny en parlera beaucoup mieux que moi, mais il se peut que vous ayez des démarches personnelles pour le coup à faire auprès d'un ordre professionnel ou pour faire reconnaître vos diplômes. Donc ça s'anticipe aussi parce que ça prend un peu de temps. Donc renseignez-vous déjà par rapport à votre profession, quelles sont les normes en vigueur au Canada et particulièrement dans la province que vous visez parce que ça peut varier d'une province à l'autre. Et puis c'est ce qui est écrit à l'écran, démarrer votre expérience avant même de partir. Ça vous permet aussi de vous immerger dans ce que vous allez vivre une fois sur place. Une fois, j'ai envie de dire que vous avez adapté votre CV aux normes canadiennes, que vous savez à peu près ce que vous allez devoir faire comme démarche, le nerf de la guerre, le point le plus important, ça va être l'immigration. Ce que je vais vous présenter là, c'est vraiment de grandes notions en matière d'immigration. Il faut bien voir qu'en immigration, chaque situation est personnelle, c'est-à-dire que quelqu'un qui a immigré au Canada va pouvoir avoir suivi une voie d'immigration, puis une autre personne qui a elle-même immigré au Canada va avoir peut-être suivi une autre voie d'immigration. Je suis d'ailleurs persuadée que Rima et moi-même n'avons pas du tout suivi la même voie et je sais que je n'ai pas suivi la même voie que Fanny. Et pourtant, on a toutes les trois immigré au Canada. Donc, c'est vraiment de grandes notions qu'il faut avoir en tête, mais retenez que chaque situation est personnelle et puis vous pourriez vivre un parcours différent de votre voisin, de votre cousin, de vos amis. Alors, la première chose à savoir, c'est vraiment les notions de base, c'est qu'en immigration, vous allez avoir 2 mondes et 2 paliers d'autorité. Je vais commencer par le 2 paliers d'autorité parce que c'est particulièrement vrai au Québec, c'est moins vrai dans les autres provinces, mais vous avez toujours un palier provincial au premier lieu et ensuite un palier fédéral. Donc ça, vous voyez, vous avez deux autorités différentes qui régentent un petit peu l'immigration. Encore une fois, je leur dis, c'est particulièrement vrai au Québec, ça l'est moins dans les autres provinces. En revanche, le point le plus important, c'est que vous avez vraiment 2 mondes en immigration. Vous allez avoir le monde temporaire et le monde permanent. Le monde temporaire, qu'est-ce que c'est? Ça va être en fait tous les statuts que vous obtenez sur une base temporaire, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une durée de validité déterminée, prédéterminée, je dirais même. Donc, les 2 exemples les plus connus, ça va être le permis d'études et le permis de travail. Quand vous êtes sous permis de travail, vous êtes dans le monde temporaire. Ensuite, quand vous souhaitez rester plus longtemps au Canada, vous souhaitez vous y établir de manière permanente ou à long terme, là, vous allez passer dans le monde permanent avec l'obtention du statut de résident permanent et puis plus tard peut-être la citoyenneté. Mais retenez que généralement, on arrive sous permis de travail ou permis d'études, donc à titre temporaire. Et ensuite, quand on voit qu'on se sent bien au Canada et qu'on veut y rester, on passe vers le monde permanent qui sont bien 2 mondes distincts. Une fois que vous avez en tête ces distinctions temporaires permanentes, d'autres règles de base qui sont fondamentales, c'est que si vous souhaitez, en fait, quoi que vous souhaitiez faire au Canada, si vous n'êtes pas canadien ou résident permanent, vous allez avoir besoin d'un statut adéquat pour le faire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demain monter dans un avion et aller travailler au Canada ou étudier sans avoir entrepris des démarches préalables. Et donc, quand vous souhaitez travailler, puisqu'aujourd'hui on se concentre sur le fait de travailler, il va falloir préalablement obtenir un permis de travail. Et ça, c'est vrai aussi si vous souhaitez faire un stage ou même faire un essai. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas partir en vacances au Canada pour faire un essai avec un employeur que vous auriez eu en contact en ligne sans permis de travail, absolument pas. C'est vraiment pour travailler, quel que soit le contexte, il faut obtenir un permis de travail.
Et puis ça, c'est vrai, quel que soit votre secteur d'activité, c'est-à-dire même si vous êtes dans un métier extrêmement demandé, je pense notamment aux infirmières ou aux professions de la santé, eh bien, il va falloir obtenir un permis de travail. Il y a quelques très, très rares exceptions. Et si vous pensez être rentré dans une exception, renseignez-vous auprès d'un professionnel en immigration parce que c'est vraiment très rare. Je vois que Rima veut peut-être poser une question. En fait, Laurine, ce que j'aimerais rajouter par rapport à ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui nous contactent pour nous dire, j'ai un visa, je compte venir cet été, je pense faire quelques entrevues, est-ce que je pourrais rester? Donc, c'est une situation qui est fréquente pour certaines personnes qui se disent, puisque je suis là, ben, je ne vais pas partir. Peux-tu nous parler un peu plus de ces situations-là? Oui, alors encore une fois, chaque situation est personnelle, mais quand vous venez à titre de visiteur, vous ne venez pas pour travailler. Ou si vous venez pour faire des entrevues, c'est correct, mais il faut le déclarer. C'est-à-dire que venez pas en disant je viens en vacances. Faire des entrevues, ça n'engage en rien, mais ensuite, si vous avez une réponse positive, vous ne pouvez pas travailler tout de suite du jour au lendemain. Il faut obtenir un permis de travail même si vous êtes déjà sur place. C'est-à-dire que votre statut, votre visa de visiteur ne vous confère pas le droit de travailler. Il faut bien faire des démarches pour obtenir le permis de travail, les mêmes que vous feriez depuis l'étranger finalement. Et ça, très important, en ce moment, du fait de la pandémie, il y a une politique temporaire qui est en vigueur, qui permet aux personnes en statut de visiteur de présenter une demande de permis de travail depuis l'intérieur du Canada. Ça, c'est quelque chose qui, hors temps de pandémie, n'était pas possible. C'est-à-dire que si vous trouviez un emploi en étant au Canada à titre de visiteur, il fallait repartir et faire la demande de permis de travail depuis l'étranger. Actuellement, il y a une politique temporaire, mais attention, c'est-à-dire qu'il ne faut pas excéder votre statut, c'est-à-dire qu'il faut vous assurer que le temps que votre permis de travail soit traité et que vous soyez sur le sol canadien, vous ayez toujours un statut valide. C'est-à-dire que si votre statut de visiteur expire et que vous n'avez toujours pas votre permis de travail, alors vous n'avez plus de statut valide et vous ne pouvez pas rester au Canada. Donc, venir faire des entrevues, rester, sur le papier, ça peut paraître la meilleure solution, mais dans la pratique, ce n'est pas toujours le plus simple. Donc, vous pouvez effectivement venir rencontrer des entreprises, attention, en le déclarant bien et jamais en faisant un essai parce que c'est du travail illégal. Et puis, idéalement, c'est quand même la bonne pratique malgré la politique temporaire, repartir et faire votre demande de permis de travail depuis l'extérieur du Canada. Retenez de ça qu'il faut toujours avoir un statut valide tant que vous êtes sur le territoire et vous conformer à ce que vous permet votre statut. Si vous êtes visiteur, vous n'avez pas le droit de travailler. Si vous êtes sous permis de travail, vous avez le droit de travailler. C'est parfait. C'est bon. Donc, c'est ça conclut un petit peu ce qu'on disait juste avant. Veillez à bien toujours avoir le statut adéquat selon ce que vous voulez faire, donc étudier, travailler, entreprendre, peu importe, d'avoir toujours un statut légal et à ne jamais excéder votre statut. Si vous êtes à titre de visiteur et que vous n'avez pas obtenu de permis de travail, eh bien, il faut repartir et puis il faut quitter le Canada. On rentre dans la question des permis de travail. Donc là, je crois que juste après, il me semble que Joël va nous mettre un sondage. Alors, selon vous, qu'est-ce qui est nécessaire pour la délivrance ou en tout cas pour se voir émettre un permis de travail au Canada? Je vois le sondage apparaître, donc on va laisser un peu de temps pour répondre. Je vois que la plupart d'entre vous êtes quand même assez bien renseignés. Je ne sais pas, je te laisse, Joël, gérer le sondage. Oui, j'ai partagé les résultats. Ok, parfait. Donc, c'est ça, on continue. Donc, on avait 3 options. Qu'est-ce qui est nécessaire pour obtenir un permis de travail? On avait un visa, une offre d'emploi, un logement. Vous êtes 93% à répondre que c'est une offre d'emploi et c'est bien le cas. Donc, pour obtenir un permis de travail, à quelques rares exceptions près, parce que c'est comme partout, il y a toujours des exceptions, mais en tout cas, retenez que la grande règle pour obtenir un permis de travail, c'est d'avoir une offre d'emploi au Canada, c'est-à-dire le soutien d'un employeur canadien. Pour ceux qui ont répondu à un visa, on va en reparler juste après. Un visa est quelque chose de différent d'un permis de travail. Selon les nationalités, l'un ne va pas sans l'autre, mais ce n'est pas un prérequis pour obtenir un permis de travail. Donc, pour obtenir votre permis de travail, il vous faut le soutien d'un employeur au Canada qui va en quelque sorte vous sponsoriser, je vais vulgariser, je vais appeler ça comme ça, pour l'obtention de votre permis. Donc, il va faire des démarches de son côté
auprès des autorités d'immigration en indiquant qu'il veut vous embaucher, vous, travailleur étranger, puis il va déclarer vos conditions d'emploi, on va y revenir. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment la norme. C'est 98% des permis de travail qui sont liés à une offre d'emploi. Ça permet de passer à la suite. Donc, vous avez 2 types de permis de travail. Je vais commencer par le permis de travail ouvert parce que ce n'est pas la norme. Donc, on va commencer par l'exception, puis après, on passera à la règle. Le permis de travail ouvert, c'est celui qui peut paraître le plus intéressant de la manière dont on va le décrire, puisqu'il vous permet, durant toute la validité du permis, de travailler pour n'importe quel employeur au Canada, dans n'importe quelle province, d'occuper tout type d'emploi. Attention avec des réserves. Par exemple, si vous exercez dans l'enseignement ou la santé, vous allez devoir passer une visite médicale, mais dans la globalité, vous exercez l'emploi que vous voulez. Et puis, sur la durée de validité de votre permis, vous pouvez changer d'employeur en cours de permis. Mais ça, c'est vraiment une exception. La norme, c'est le permis de travail fermé, qui est donc lié à l'employeur qui vous aura soutenu, qui vous aura fait l'offre d'emploi, comme on a vu jusqu'avant. Un permis de travail fermé, c'est lié à un seul et unique emploi pour toute la durée du permis, un seul et unique employeur. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un permis de travail de 2 ou 3 ans, généralement c'est 2 ou 3 ans, pendant toute cette durée, vous allez pouvoir travailler pour un seul et unique employeur au poste qui a été déclaré aux autorités au moment de faire la demande de permis de travail. Donc, vos conditions de travail sont en quelque sorte décrites par le permis. Si vous souhaitez changer d'emploi, il faut obtenir un nouveau permis de travail, donc pour commencer les démarches. Donc ça, c'est important quand vous avez une volonté de partir. Quelque part, je dirais de ne pas partir à tout prix et de prendre un emploi qui pourrait ne pas vous plaire sur le papier, mais de prendre le temps de trouver vraiment un emploi qui vous convient, qui répond à vos attentes, puisque si vous souhaitez en changer, ce n'est pas impossible, loin de là, mais il y a des démarches à entreprendre à nouveau. Donc, quand vous êtes sous permis de travail fermé, eh bien, vous partez, généralement, vous dites que vous allez rester avec un employeur pendant au moins 1 an, 2 ans, ou en tout cas que si vous souhaitez changer, ça va générer à nouveau les mêmes démarches finalement que celles par lesquelles vous allez passer initialement. Alors, on a, je crois, un autre sondage sur vos proches, parce que généralement, on part en famille, en tout cas, c'est propre à chacun, mais certains partent en famille. La question est, selon vous, vos proches peuvent-ils profiter de votre statut pour vous accompagner au Canada ? Juste une précision ici, quand on parle de proches, on parle de famille directe. Donc, de famille, oui. enfant, mais pas de père, mère ou neveu, nièce. Oui. Non, tu fais bien de le préciser, on parle de conjoint, époux et enfant. Parce que chez nous, les Libanais, les proches, c'est vraiment les tantes, les cousins, tous proches. Non, alors là, c'est les très proches, c'est vraiment le conjoint, l'époux et puis les enfants. Alors, vous répondez à majorité oui. Alors, j'ai envie de dire oui, mais voyez que le Canada, c'est un grand pays d'immigration, donc tout est fait pour que vos proches, c'est-à-dire votre famille, puissent vous accompagner. Quand on parle des conjoints, donc soit vous êtes marié et puis il n'y a pas de sujet, soit vous n'êtes pas marié. Là, il va falloir justifier de 12 mois de vie commune, ce qu'on appelle le statut de conjoint de fait. Quand on dit justifier 12 mois de vie commune, ça veut dire des factures au même nom, un bail au même nom, des factures de gaz, d'électricité, vraiment que vous vivez ensemble depuis plus de 12 mois. Si vous occupez un emploi, ce qu'on appelle qualifié au regard de l'immigration, donc ce qui me vient en tête, c'est enseignant, ingénieur, même en marketing, il y a des emplois qui sont qualifiés. Vos conjoints vont pouvoir obtenir un permis de travail qui là sera ouvert, donc pour eux, ils n'auront pas besoin d'avoir le soutien d'un employeur, d'une durée qui va être la même que votre permis de travail à vous. Donc, c'est-à-dire que si vous obtenez un permis de travail d'une durée de 2 ans, que vous occupez un emploi qualifié et que vous êtes soit marié, soit conjoint de fait, alors votre conjointe va pouvoir vous accompagner et obtenir un permis de travail de la même durée. Ça se demande en même temps, c'est-à-dire quand vous demandez votre permis de travail à vous, vous allez pouvoir demander pour votre conjoint. Du côté des enfants, donc les enfants de travailleurs étrangers ont le droit à l'éducation, donc vous allez pouvoir les scolariser, c'est vrai dans toutes les provinces. Par contre, attention, eux aussi vont devoir obtenir un statut. Donc après, le statut qu'ils vont devoir obtenir varie en fonction de leur âge principalement. Et puis, pour pouvoir aller à l'école, c'est-à-dire qu'à part les tout petits, et encore qu'il faut qu'ils obtiennent un statut aussi, généralement à partir de 14 ans, quand on passe sur du secondaire, il faut obtenir un permis d'études. C'est parfois même vrai avant,
Tout dépend, c'est ça, tout dépend l'âge. Et puis après, au niveau de la scolarisation, vous aurez généralement le choix, mais là, c'est plus le domaine de Fanny, entre l'éducation publique, j'allais dire canadienne, ou les mettre dans des établissements d'enseignement privés. Et puis, un petit point qui est moins lié aux proches, mais qui est quand même intéressant, parce que quand on part en famille, on s'en inquiète. Généralement, quand vous êtes détenteur d'un permis de travail fermé, vous avez le droit à l'assurance maladie provinciale. Là, il faut se renseigner province par province. Donc, vous assurez que vous êtes bien éligible. Et puis, quand vous êtes sous permis fermé, vous pouvez couvrir aussi votre famille. Là, par contre, je mets un petit peu des réserves. Il faut toujours se renseigner auprès des autorités compétentes dans la province. À ce sujet, j'aimerais rajouter un petit point parce qu'on a quelqu'un qui nous a écrit à Silla. Ouais. C'est que les enfants au Québec, actuellement, on attendait 3 mois pour être éligible à la RAMQ, qui est l'assurance maladie. Ils sont automatiquement éligibles du moment qu'ils arrivent au Québec. Donc, ça, c'est un point positif qui a changé récemment. Donc, c'est rassurant pour les parents, surtout pour les parents qui ont des enfants avec des cas précis. Donc, c'est une bonne chose à savoir et c'est rassurant pour eux. C'est ça, et puis ça montre bien que le Canada est un grand pays d'immigration et qui généralement traite bien ses travailleurs étrangers. On passe à une brique un peu plus lourde qui est la brique administrative, mais néanmoins très importante. Donc, on a vu que généralement, il fallait le soutien d'un employeur pour obtenir un permis de travail. Comment ça se passe quand on parle des démarches? Un permis de travail, ça se prépare à 2 niveaux. Vous voyez sur la gauche, il y a des démarches qui vont être effectuées par l'employeur. Vous voyez études d'impact sur le marché du travail, certificat d'acceptation du Québec ou offre d'emploi électronique. Ça, ce sont 2 types de démarches qui sont effectuées par les employeurs. Ça va dépendre de la voie d'immigration par laquelle on passe. Par exemple, quand vous êtes en dehors du Québec et que vous êtes francophone, il y a un programme qui s'appelle la mobilité francophone qui va vous permettre d'obtenir un permis de travail dispensé de IMT. Donc, l'employeur aura juste, entre guillemets, la partie offre d'emploi effectuée. Si vous êtes, par contre, au Québec et que vous souhaitez exercer le poste d'enseignant, l'employeur va généralement passer par un processus d'études d'impact sur le marché du travail et de CAQ. Mais ça, c'est vraiment des démarches du côté de l'employeur. Et ce sont ces démarches-là qui vont vous permettre de faire votre demande de permis de travail. Donc, ça se fait en ligne depuis le pays duquel vous vous trouvez. On commence par déposer sa demande. Donc, quand on dépose une demande, il faut, j'ai envie de dire c'est bête et méchant, c'est pas aussi simple, mais en tout cas, vous avez une liste de critères à respecter dans un premier temps et ensuite de documents à fournir. Donc, c'est un ensemble de documents et de formulaires à compléter que vous allez soumettre. Une fois que vous avez soumis votre demande de permis de travail, vous allez recevoir votre invitation à effectuer vos données biométriques. Donc là, vous allez donner vos empreintes et puis votre photo digitale. Et puis ensuite, c'est le cas pour les ressortissants libanais. On va vous demander d'envoyer votre passeport à l'ambassade dont vous dépendez pour qu'on y appose un visa. On revient sur la différence entre le visa et le permis de travail. Le visa, c'est vraiment ce qui vous permet de mettre un pied au Canada. Le permis de travail, c'est ce qui vous permet de travailler. Donc, vous envoyez votre passeport, on vous y appose le visa, votre passeport vous est renvoyé, puis là, vous avez la lettre d'acceptation de votre demande de permis de travail. C'est un petit peu le sésame qui vous permet de partir. Une fois que vous avez cette lettre d'acceptation, elle est valable 1 an. Donc, vous avez 1 an pour partir. Bien sûr, c'est en accord avec votre employeur, donc généralement, vous n'attendez pas 1 an. Mais ce que je veux dire, c'est que, mettons, vous recevez le lundi votre lettre d'acceptation, ça ne veut pas dire que vous devez partir absolument le mardi. Vous avez 1 an pour l'activer, donc ça vous laisse, c'est-à-dire quelques semaines pour préparer le départ. J'ai une question, Laurine. Ouais. Également, on a reçu ce genre de questions. Est-ce que le passeport, la validité du passeport est importante à cette étape-ci? Donc, si on a un passeport qui est valable pour 2 ans, est-ce qu'on doit le renouveler avant de faire la démarche? C'est marrant parce que c'est quelque chose dont j'avais parlé dans les bonnes pratiques dans quelques minutes. Oui, il faut le renouveler. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vous délivrer un statut d'immigration, permis de travail, supérieur à la durée de validité de votre passeport. Donc, admettons que vous ayez le droit à un permis de travail de 3 ans. Si votre passeport expire dans 2 ans, vous aurez un permis de travail de 2 ans. Donc, quand vous entamez les démarches, il faut avoir un passeport en cours de validité, ça c'est indispensable. Et puis, s'il expire dans 2 ans, la bonne pratique, c'est de le renouveler. Comme ça, vous êtes tranquille, vous faites vos démarches et vous êtes certain que vous aurez votre permis de travail de la durée visée. Je pense qu'au Liban, on a des difficultés à renouveler le passeport, donc c'est une difficulté en plus. Est-ce que c'est possible, admettons, de renouveler une fois que l'acceptation est donnée ou il faut vraiment renouveler avant d'entamer les démarches?
c'est vraiment une question de temps ici, de gagner un peu de temps. Je dirais que c'est bien préférable de le renouveler avant parce que vous allez soumettre votre passeport. Si après vous changez de passeport, il va falloir le resoumettre aux autorités. Ce n'est pas la meilleure pratique. Mieux vaut avoir votre passeport que vous allez garder pendant plusieurs années, même si ça prend du temps de le renouveler, j'en ai bien conscience, mais au moins, c'est vraiment, vous avez tous vos documents à jour et vous n'avez pas à en resoumettre après aux autorités. Et puis, on termine par les coûts. Et puis, on va parler des délais. Alors, les coûts. Là, pour les coûts, ce qui est à l'écran qui est précisé, ce sont vraiment les frais gouvernementaux. Donc, c'est ce qui est payé aux autorités d'immigration qui est incompressible. Et puis après, vous allez avoir des frais additionnels. Donc, côté employeur, ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'il faut bien voir qu'un employeur qui va vous soutenir, pour lui, ça génère des démarches, mais aussi des coûts. Donc, les frais gouvernementaux pour un employeur, on va être entre 230 et 1420 dollars minimum. Ça, c'est selon la province où on va, le programme d'immigration par lequel on passe. Et puis, il se peut que votre employeur il choisisse d'être accompagné par des professionnels en immigration. Ce n'est pas obligatoire, mais beaucoup d'employeurs le font. Ça aussi, ça lui génère des coûts supplémentaires. Donc, vous voyez que pour lui, c'est des démarches, c'est des coûts. Du côté du candidat, donc de vous, du travailleur, vous allez avoir des frais pour le permis de travail, 155, 156 dollars selon le programme par lequel vous passez. Les données biométriques, c'est 85 dollars. Si vous joignez votre conjoint à la demande, on est sur 255 dollars. Et puis, pour les enfants, on est entre 150 et 267. Là encore, pour le permis d'études, au Québec, on sera sur 267 parce que vous avez le permis d'études et le CAQ. Dans d'autres provinces, on n'a que le permis d'études, on est sur 150 dollars. Donc ça, ce sont vraiment des frais gouvernementaux. C'est ce que vous payez aux autorités d'immigration. C'est incompressible. Et ensuite, il faut rajouter à ça, par exemple, si vous êtes enseignant ou dans la profession de la santé, vous allez devoir passer une visite médicale. Attention, ça doit être un médecin agréé par les autorités d'immigration. C'est ce qui est IRCC à l'écran. Donc, pas votre médecin habituel, vraiment un médecin agréé. Vous pourriez être amené à passer des tests de langue. Ça, Fanny en reparlera, mais c'est un coût. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par des professionnels, là encore, ce n'est pas obligatoire, mais c'est des coûts qui peuvent s'ajouter. Donc, vous voyez que vous avez quand même des coûts qui sont incompressibles, on va dire, par famille, si je calcule rapidement, on va dire pour un travailleur, un conjoint et un enfant, vous êtes rapidement sur du 400-500 dollars de frais gouvernementaux. On parle bien de dollars canadiens. Et puis, à côté de ça, vous rajoutez les frais éventuellement, visite médicale, test de langue et tout ce qui va avec. Et puis, pour terminer, la question des délais, parce que c'est une question qui revient souvent, et on va vous mettre un dernier petit sondage. Selon vous, quels sont les délais si vous êtes au Québec, une EIMT, un CAQ, et un permis de travail pour une demande déposée depuis le Liban. Là encore, je vois que pour les premières réponses, vous êtes quand même bien renseignés. Ok, alors les résultats. Donc sur la partie EIMT, on a quand même principalement 59% de bonnes réponses. Donc selon le type de EIMT, on va être sur 3 à 6 mois juste pour la partie EIMT, donc préalable à la demande de permis de travail. Et ensuite, le permis de travail déposé depuis le Liban, en ce moment, on est sur 26 semaines. Donc vous voyez, ce sont des délais qui sont longs. Pourquoi je dis en ce moment? Parce que ce sont des délais qui fluctuent. Donc là, on a regardé les délais ce matin. Ça ne veut pas dire que la semaine prochaine, ce ne sera pas moins, 24 semaines, ce ne sera pas plus. Ça fluctue vraiment en fonction de l'actualité. Quand il y a eu les événements justement à Beyrouth, là, les délais n'avaient plus de bon sens. Donc, c'est vraiment des délais qui fluctuent et qu'il faut anticiper. Donc, vous voyez qu'en tout, là, il faut compter presque une bonne année. Donc, j'exagère un peu, plutôt 9 mois pour tout le processus si vous passez par une EIMT. Et puis, ça conclut un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire. Simplement 2 choses sur lesquelles je vais attirer votre attention. Je vais commencer par ce qui est en bas de l'écran. On l'a un peu dit, il y a une multitude de programmes de permis de travail qui existent. La première étape, mais ça, c'est l'employeur aussi qui va vous accompagner, qui va vous aider là-dedans, c'est vraiment de trouver la meilleure voie d'immigration pour vous. Comme je disais, ce n'est pas parce que votre cousine est passée par un processus quelconque que pour vous, ça va être le même. Et vous allez avoir des processus différents, par exemple, si vous allez dans des provinces différentes.
Et puis, autre chose, si vous choisissez d'être accompagné en immigration, attention, parce qu'il y a beaucoup, malheureusement, d'organismes très mal intentionnés. Notez qu'en matière d'immigration, vous avez 3 types de professionnels, alors 2 au Canada, 3 au Québec, qui sont habilités à vous conseiller. Au Québec, vous avez les notaires, Québec uniquement, et ensuite sur le Canada, vous avez les consultants réglementés en immigration canadienne, les CRIC, et les avocats en immigration. Ce sont vraiment les seuls qui sont habilités à vous conseiller et à vous orienter. Donc, faites attention à ça. Si vous choisissez d'être accompagné, ce qui est encore une fois non obligatoire, tournez-vous vers les bons professionnels. Et puis enfin, les quelques bonnes pratiques. Le passeport, on en a parlé, donc je n'en reparle pas. Et puis autre chose, pas de précipitation, même si les démarches sont très longues. On essaie de ne pas prendre des décisions trop hâtives, comme déscolariser ses enfants, tout vendre, avant d'avoir la certitude quelque part que vous allez vraiment partir, que votre permis de travail est approuvé. Et puis, les proches, on en a parlé aussi. Si vous souhaitez qu'ils partent en même temps que vous, anticipez leur départ, puisque eux aussi vont devoir obtenir un statut, donc des démarches et des délais. Donc voilà, ça fait le tour de ce que je voulais vous dire. Retenez que trouver un emploi au Canada depuis l'étranger, c'est possible. Obtenir un permis de travail aussi. Des employeurs soutiennent les travailleurs étrangers et ça va faire la transition parfaite avec Fanny. Donc, il y a des démarches, il y a des délais, mais quand on anticipe en immigration, ça se passe bien. Fanny, j'arrête mon partage d'écran et je te laisse la parole. Merci beaucoup, Laurine. Merci, Rima. Merci, Joël. Bonsoir à toutes et tous. Du coup, je vais moi aussi partager mon écran. Est-ce que vous pouvez juste, Rima, est-ce que tu peux juste me dire, faire un pouce si c'est bon? Ok, super. Bon. Donc, du coup, je suis Fanny Ratisso. Je suis chargée de développement au Petit Voilier et j'interviens aujourd'hui pour donner mon témoignage d'employeur. C'est vrai qu'au Petit Voilier, on a l'habitude d'embaucher à l'international, donc je vais pouvoir un peu vous partager notre expérience. Pour commencer, je vais rapidement vous présenter le Petit Voilier. Donc nous, on est un organisme à but non lucratif et on est situé à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Pour ceux qui ne savent pas où se situe Halifax, on est tout à l'est du Canada, sur la côte atlantique, et on est une province anglophone. Et les francophones en Nouvelle-Écosse sont ce qu'on appelle en milieu minoritaire, mais nous avons le mérite d'exister, nous sommes là, mais l'anglais est quand même la langue majoritaire. Donc, le Petit Voilier gère 7 centres de la petite enfance. Donc, nos centres sont francophones et sont tous répartis dans on va dire la très proche banlieue d'Halifax. On compte environ 90 employés et la moitié de nos employés ne sont pas nés au Canada. Donc, vraiment, notre main-d'œuvre est très diverse. Et puis, du coup, ceux qui ne sont pas nés au Canada, c'est soit des gens qu'on a recrutés directement à l'étranger, qu'on a fait venir, ou alors des gens qui étaient déjà au Canada avec un statut de résident permanent et qu'on a embauché directement sur place. Et on accueille dans nos services plus de 600 enfants entre 0 et 12 ans. Donc, on a des besoins et des difficultés de recrutement. Donc, je vous ai dit que la Nouvelle-Écosse était une province anglophone. Donc, du coup, pour trouver de la main-d'œuvre qualifiée en petite enfance et francophone dans la région, c'est un challenge permanent. On a également des listes d'attente assez importantes. C'est vrai que les services francophones, les services éducatifs francophones sont très demandés. Donc, du coup, pour répondre à tous les besoins, on a besoin de beaucoup de personnel qualifié francophone et on n'arrive pas toujours à combler tous les besoins. C'est pour ça qu'on fonctionne beaucoup par liste d'attente pour nos clients. Et la Nouvelle-Écosse a récemment signé une réforme avec le gouvernement fédéral qui vise à faciliter l'accès aux services de garde d'enfants pour les parents, à réduire les coûts, et la création de nouvelles places. Là, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse prévoit de créer 9 500 places de garde d'enfants supplémentaires d'ici à 2025. Donc, pour pouvoir répondre à ces besoins additionnels, il va falloir recruter du coup de nouveaux éducateurs et éducatrices de la petite enfance. Et donc, la solution pour nous, pour répondre à ces besoins, c'est de faire appel au recrutement international. Les profils qu'on recherche, donc, ce sont des profils des personnes qui sont francophones, qui sont diplômés à un niveau post-secondaire, donc après le lycée, après le bac, en éducation de la petite enfance. Et on cherche des personnes qui soient motivées, qui soient prêtes à apprendre, à partager leur expérience,
mais également à apprendre des autres et à se remettre en question. C'est vrai que parfois, on a acquis une expérience dans son pays, des habitudes, etc. Mais il faut parfois confronter un peu sa pratique pour pouvoir du coup cadrer avec les exigences ici, notamment du cadre pédagogique, etc. Donc, c'est vrai qu'on a une grande diversité de parcours, d'éducation, de culture, etc. Donc, chacun et chacune peut apporter sa touche, mais il faut que ça rentre dans le cadre pédagogique de la Nouvelle-Écosse. Et souvent, on se rend compte qu'on a beaucoup de candidats qui postulent, soit parce que ces personnes travaillent en garderie ou sont enseignants. Mais nous, ce qui est important, c'est vraiment le diplôme. En Nouvelle-Écosse, il y a un système de classification pour le personnel des garderies. Donc, ce n'est pas parce que vous parlez français, que vous avez un master en littérature française, que ça fait 10 ans que vous travaillez en garderie, que vous êtes un profil éligible pour nous. Vraiment, le diplôme en éducation de la petite enfance est indispensable. Donc, Laurine vous a parlé tout à l'heure des différentes démarches pour l'obtention du permis de travail et puis des coûts. Et nous, spécifiquement, on va avoir des démarches supplémentaires et des coûts additionnels. Ce qu'on va demander à nos candidats, donc une fois qu'ils ont passé l'entretien, que leur candidature nous intéresse, on va leur demander de valider que leur diplôme est bel et bien reconnu en Nouvelle-Écosse. Et ça se passe en 2 étapes. La première, c'est d'obtenir une équivalence canadienne cours par cours de son diplôme. Donc là, on passe par un organisme. Il y en a plusieurs qui existent. Nous, on recommande souvent WES. Dans le slide suivant, je vous mettrai les coordonnées. Donc là, c'est d'envoyer sous enveloppe scellée par l'université l'ensemble de ses relevés de notes, la description des cours, le diplôme, etc. C'est évalué par une instance indépendante. Donc, pour obtenir cette certification. Et puis là, il faut compter, je pense que c'est à peu près $250 à peu près pour l'équivalence. Ensuite, souvent pour les Libanais, il y a le test d'évaluation de français ou le test de connaissance du français qui est demandé. Et il vous faut au minimum une note de 7. Et là, à nouveau, les frais sont à votre charge. Et ensuite, il faut envoyer donc l'évaluation cours par cours, le résultat au test d'évaluation du français. À nouveau, une enveloppe scellée avec vos relevés de notes, le descriptif des cours, etc., directement en Nouvelle-Écosse auprès du ministère de l'Éducation. Et là, c'est eux qui vont regarder vos diplômes, comment ça a été évalué, ce que vous avez étudié et les comparer aux standards ici et déterminer si oui ou non vous êtes éligible à une classification. Donc, si toutes ces étapes-là sont remplies, du coup, on continue avec l'offre d'emploi. Donc là, c'est là que nous, on vous fait l'offre d'emploi officielle. On vous envoie tous les documents pour que vous puissiez déposer la demande de permis de travail. Et étant donné que c'est un travail auprès d'enfants, l'examen médical, Laurine l'a évoqué, pour nous, il est obligatoire. Vous avez besoin de passer cet examen médical auprès d'un médecin désigné par Immigration Canada. Là, à nouveau, les frais sont à votre charge. Et puis ensuite, c'est d'obtenir ce fameux permis de travail. Et nous, donc, on n'est pas au Québec. Donc, nous, on passe par un programme qui s'appelle Mobilité francophone et qui facilite l'emploi de travailleurs francophones dans les provinces hors Québec. Et ensuite, je vous ai mis les liens utiles. Donc, le petit voilier, si vous souhaitez nous contacter, donc soit par courriel. On a un site Internet qui est actuellement en train d'être révisé et on est également actif sur Facebook. Ensuite, je vous ai mis l'adresse le site Internet de WES. Donc, ça, c'est pour faire évaluer vos diplômes. Et ensuite, l'adresse pour obtenir la classification pour les personnes qui ont un diplôme en petite enfance de la Nouvelle-Écosse. Puis on pourra les repartager dans le chat si besoin. C'est fait. Joël les a partagés. Ouais. Merci beaucoup. Puis après, je vous ai mis une petite photo d'une partie de l'équipe pour vous montrer à quel point notre équipe est diverse et on est vraiment fiers de cette diversité. C'est vraiment une richesse pour nous. Et puis là, je vais pouvoir passer la parole à Rita. Rita est libanaise, travaille au Petit Voilier depuis de nombreuses années et elle est actuellement la directrice de notre centre de Beaubassin et elle va pouvoir du coup vous partager son témoignage. Je vais arrêter le partage d'écran. Hop, Rita, je te laisse la parole. مرحبا
Je suis contente de participer à ce webinaire. إن شاء الله تفيدكم. أنا كثير مبسوطة أكون معكم لأني حاسة حالي وحدة منكم. صدقوني شعوري ما بينوصف بهاللحظة اللي أنا فيها معكم. En tout cas, مثل ما بتعرفوا, je suis originaire du Liban. Je suis au Canada depuis 25 ans. J'ai quitté le Liban avec mon mari et ma petite fille. Elle était 11 mois. J'ai une licence en littérature arabe. J'ai travaillé à l'école Carmélite بالفنار كلكم تعرفوها. J'ai travaillé pour 10 ans وكنت كثير مبسوطة بالمدرسة. J'ai fait beaucoup d'efforts là-bas et j'étais contente. Même j'étais éditrice et coordinatrice de la langue. وكمان كنت أعطي leçons. La vie était en rose. J'étais très, très contente là-bas, mais ma fille à côté de moi. Mais toujours, comme vous savez, il manque quelque chose. C'était la sécurité et la paix. J'ai quitté les Liban. C'était difficile, mais on a décidé de quitter. وجيت على Canada. J'ai déménagé à Canada. La première chose c'était difficile, mais je cherchais pour un travail. En premier, j'ai essayé de faire équivalent pour mon certificat. C'est la littérature libanaise. J'ai essayé. Il m'a accepté puisque l'université libanaise est vraiment bien connue. Il m'a dit, wow, bravo, tu peux travailler, mais tu n'as pas de matière à travailler parce que j'ai une licence en littérature arabe. Donc, je n'étais pas capable de faire rien avec ce certificat. Et j'ai travaillé dans un restaurant. اشتغلت شي 10 سنين. ونحن اللبنانية شاطرين مثل ما بتعرفوا. Après 10 ans, صرت directrice à 6 مطاعم, 6 restaurants. J'étais contente avec les résultats, mais il y a quelque chose toujours. J'aime travailler avec les petits-enfants. C'est ma vie. ما كنت ملاقية حالي. J'ai toujours besoin d'être avec les petits-enfants. J'habite à côté des petits voiliers et ma fille était au petit voilier. J'ai pris un an congé et j'ai rejoint les petits voiliers. J'étais vraiment impressionnée par le système. J'ai l'ambiance familiale. C'est quelque chose que je cherche. مع إنه شغلي كان كتير bien payé et j'étais directrice comme j'ai dit, mais j'ai trouvé moi-même. بلشت, je commence à travailler avec les petits voiliers. Et j'ai besoin des études. Hein. C'est pas assez parce que les licences que j'ai, c'est pour les adultes et c'est pour en littérature arabe. J'ai fait mes études en petite enfance. De nouveau, j'ai eu tous les soutiens et le support des petits voiliers. J'étais vraiment contente de travailler avec les enfants et surtout avec l'équipe des petits voiliers. Je continue à apprendre de plus en plus le développement des enfants. My God. I love it. حبيتها كثير. حبيت هذا الدومين كثير. حسيت حالي I belong to this system. So, je continue à étudier en plus. Pourquoi pas? J'ai le soutien des petits voiliers et en plus, en travaillant, I didn't lose anything. Et en plus, j'étais motivée avec l'amour à ce métier. J'ai fait un autre cours en leadership et oh my God, c'était bien parce que j'ai déjà les bases parce que j'étais directrice pour 6 restaurants, mais je l'ai fait, c'était كانت منيحة لأنه en petite enfance, reliée à la petite enfance et je suis devenue la directrice à un centre de petits voiliers. Je me suis trouvée, j'ai trouvé une famille. J'ai bien aimé de travailler avec les petits voiliers et je suis très contente de faire partie de la famille de petits voiliers. بتمنى أكون نفوتكم وإذا حدا عنده شي سؤال je suis disponible à n'importe quelle question. Merci Rita, c'est très très apprécié ton témoignage. فينا كمان نحكي شوي بالعربي هلا إذا حدا عنده سؤال لريتا. Je voudrais également remercier Laurine et Fanny. Merci pour votre belle présentation. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on souhaitait, c'était donner un aperçu de ce que c'est puis avoir un témoignage
d'un employeur et d'une employée libanaise. Donc, pour encourager les personnes qui ont envie ou qui réfléchissent à un projet de permis de travail ou d'immigration, de considérer cela. Donc, maintenant, c'est place aux questions. إذا عندكم سؤال فيكم تبعتوا لنا بالchat أو فيكم تعلوا إيدكم وبنعطيكم الميكرو. Donc, on est ouvert à ça. Sinon, moi, je vais poser des questions à Rita et à nos invités. Rima, on a des questions dans le chat. On avait déjà 3 questions. On peut commencer, si vous voulez, par... il y a Ryan Al-Shami qui a demandé, elle est libanaise, une enseignante de français avec une expérience de 7 années. Elle a eu son CSQ de la part de Québec et a envoyé les documents au IRCC, au fédéral, en ligne. En attendant leur traitement, est-ce que je peux venir en ayant un emploi au Québec? Merci d'avance pour votre aide. Je pense que cette question est pour toi, Laurine. Est-ce que tu penses que... Je pense qu'il faudrait avoir plus d'informations détaillées sur la situation de la personne pour pouvoir répondre en toute connaissance de cause. Ce que je comprends, c'est que cette personne a déposé sa demande de résidence permanente et qu'elle est en cours de traitement. Et la question est, est-ce que je peux venir travailler en attendant? La réponse que je vais faire, c'est le fait d'avoir un CSQ seul ne permet pas de travailler au Québec. Le fait d'avoir une demande de résidence permanente en cours ne permet pas non plus de travailler au Québec. Il faut vraiment obtenir un permis de travail. Donc, les délais pour les demandes de résidence permanente sont très longs en ce moment. Les derniers délais, on est sur 31 mois. Donc, il faut s'armer de patience. Mais en tout cas, il faudrait vraiment analyser plus précisément la situation. Mais en tout cas, si la question est est-ce qu'avec mon CSQ ou ma demande de résidence permanente en cours, je peux travailler? La réponse est non. Il faut vraiment obtenir le permis de travail. Un CSQ seul n'est pas un statut. Laurine, est-ce qu'on peut partager les contacts d'Imétis pour que... alors, avec grand plaisir, oui. C'est Ryan. Ryan pourra vous contacter ainsi. Une autre question, donc c'est de la part de Study Languages Online with Tony. Il demande si l'éducation universitaire en pédagogie, ça compte. C'est une question pour Fanny. Pareil, il faudrait que je vois le type de cours et puis que ce soit évalué par la classification. C'est très, très, très... ils sont très méticuleux, très précis. Il faut qu'il y ait certains cours dans tel domaine, il faut qu'il y ait tant d'heures de stage. Donc ça, vraiment, je vous invite à aller voir le lien que j'ai mis pour la classification. Et puis, je pense que leurs standards sont publiés sur ce site-là. Puis du coup, de comparer un peu... on a eu des surprises des fois avec des diplômes, on pensait qu'ils seraient reconnus et ils ne le sont pas forcément. Donc, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Puis encore une fois, ce n'est pas nous qui déterminons si c'est éligible ou pas. C'est vraiment le ministère de l'Éducation et de la petite enfance en Nouvelle-Écosse. Excellent. Je pense à ce moment-là que c'est la même réponse pour Camar, qui lui, il demande est-ce qu'un master en éducation compte? Donc, ce serait la même réponse, c'est ça? Oui. Il faut du coup, ça dépend. Il faut vraiment que ça couvre la période 0-18 ans. Il faut des cours en psychologie de l'enfant, développement de l'enfant. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Puis les heures de stage, nous, c'est vraiment c'est la petite enfance. On ne recrute pas des enseignants du secondaire. Non, c'est vraiment la petite enfance qui compte. Juste pour vous donner une idée, là, on est en attente d'une Libanaise qu'on a recrutée et elle, son diplôme, c'est une licence en éducation de la petite enfance qu'elle a obtenue à l'Université américaine de Beyrouth. Donc là, pour le coup, celui-ci, on est sûr qu'il est reconnu au plus haut niveau de la classification. Mais après, pour les autres diplômes, je sais que j'en ai quelques-uns qui sont en attente là d'être évalués. Mais le master c'était comme master en éducation, je ne l'ai pas, je le connais pas. Parfait. On a des questions de Wissam et de Maïssa. Je vais commencer par Wissam. Tu as levé la main, donc si tu veux prendre la parole, Wissam. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ok, très bien. Donc, j'ai seulement une question. D'après ce que vous avez dit, pour obtenir un permis de travail, la première étape, c'est de trouver un employé qui va envoyer l'offre de travail. Et après que j'ai l'offre de travail, je peux obtenir le permis de travail, n'est-ce pas?
Alors, oui, mais c'est quand on dit une offre de travail, ce n'est pas simplement une promesse d'embauche, hein. C'est bien l'employeur qui va vous faire une promesse d'embauche, doit faire, lui, des démarches de son côté auprès des autorités d'immigration pour qu'ensuite vous puissiez demander un permis de travail. Ça se fait vraiment en 2 temps. D'un côté, l'employeur a des démarches à faire auprès des autorités compétentes. Et puis, une fois qu'il a effectué ces démarches, vous pouvez faire les votes pour demander votre permis de travail. Une simple promesse d'embauche, c'est-à-dire un document qui vous confirme que vous êtes embauché, ne va pas pouvoir vous permettre d'obtenir un permis de travail. Il y a vraiment des démarches bien spécifiques à faire par l'employeur. Et c'est à l'aide des avocats et des personnes que vous avez mentionnées dans la présentation que nous procédons avec ces choses? Vous pouvez, ce n'est pas obligatoire, hein. En matière d'immigration, vous n'avez absolument pas l'obligation d'être accompagné par un professionnel. Ce qu'on a présenté, c'est simplement si vous choisissez d'être accompagné et de ne pas le faire seul, vous avez 3 professions, si on parle du Québec, qui sont habilitées à le faire. Donc, vous pouvez au choix faire vos démarches seul ou être accompagné par un avocat, un consultant réglementé ou un notaire au Québec qui pourra le faire pour vous, entre guillemets, vous représenter auprès des autorités. OK, merci beaucoup. Une question finale. Est-ce qu'on a besoin de l'argent dans le banque pour C'est une bonne obtenir question. C'est une très, très bonne question. Alors, au regard de l'immigration, au regard du permis de travail, généralement, vous n'avez pas besoin. Vous avez certains programmes où vous devez justifier de fonds, mais la plupart des programmes ne demandent pas de justifier, d'avoir un montant sur un compte. Mais de manière globale, là, vous changez de pays. Donc, le temps d'arriver, d'avoir votre première paye, certains employeurs payent au 15 jours, d'autres au mois. Vous allez avoir des dépenses, il va falloir payer votre premier loyer. Si vous arrivez en hiver, au Canada, il fait froid. En ce moment, il fait chaud, mais quand même, en hiver, il fait froid. Donc, même si vous n'avez pas un prérequis pour obtenir un permis de travail, d'avoir des fonds sur un compte, c'est toujours plus confortable de partir avec un petit peu d'argent de côté pour subvenir à vos premières dépenses. Mais l'important, ce n'est pas besoin d'avoir une preuve, d'avoir un compte bancaire et de l'argent comme pour l'immigration. La personne peut venir ici avec du cash et personne ne va lui poser des questions. OK. Merci beaucoup. De rien. Merci. Maïssa, c'est à ton tour. Maïssa, tu avais levé la main. Je ne sais pas si tu es prête pour parler. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Et Amnes Mike. Oui, je suis une enseignante en biologie et chimie depuis 10 années. Je veux j'aime avoir un travail au Canada. Mais la question, est-ce que c'est mieux de faire le TCF Québec ou TCF Canada? Si moi, j'ai la langage française, n'est pas anglais. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, est-ce que c'est important de faire le teaching diploma au Liban? Je vais répondre pour la question, pour la partie test de langue. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien, ça dépend vraiment. En fait, il n'y a pas de réponse exacte à cette question, malheureusement. Ça dépend de la province où vous allez aller, l'emploi que vous allez viser, le programme d'immigration par lequel vous allez passer. Ça, c'est vraiment quel test de langue il faut faire. Ça, c'est vraiment au moment où vous allez avoir avancé un petit peu dans les démarches, savoir un petit peu par quel programme d'immigration vous allez passer ou quels sont les prérequis pour avoir un permis de travail que ça va se déterminer. Pour la deuxième question, je pense que ce n'est pas de mon côté. C'est parce que c'est par rapport à un domaine précis. ميسا الدومين اللي انت عم تحكي عنه كثير يعني بدك تعملي ريسيرش تعرفي اذا هيدا الشيء مطلوب هون، عرفتي؟ اذا بدك اكتبي لنا على صلة ونحن بنجرب نرد عليك. Oui. OK. On a une question de Saria. West should be done for all majors and for anyone who wants to find a job there. Donc, ça, c'est intéressant pour toi, Laurine. Est-ce que l'équivalence West, elle est vraiment obligatoire pour toute personne qui fait une démarche de permis de travail au Canada? Non, absolument pas. C'est obligatoire. On revient à la question de ça dépend le programme d'immigration par lequel vous passez, ça dépend de la province. Si on est, je vais prendre l'exemple du Québec parce que c'est francophone et puis c'est le plus facile à démontrer.
Si on est par exemple sur un enseignant qui est francophone, donc un enseignant libanais qui va venir occuper un poste d'enseignant au Québec, il va devoir obtenir son permis d'enseigner, mais par exemple, il n'aura pas besoin de faire reconnaître ses diplômes, c'est-à-dire que c'est le ministère de l'Enseignement du Québec qui va s'occuper de la reconnaissance des diplômes. Donc, le WES n'est pas obligatoire pour tous les programmes de permis de travail. Par contre, c'est vrai que c'est couramment demandé, surtout si vous allez en dehors du Québec, puisque vous allez souvent devoir faire reconnaître vos diplômes. Donc, non pas obligatoire pour tout, mais quand même souvent demandé. Et pareil, là, on a parlé des permis de travail. Si vous partez sur de l'immigration permanente avec l'entrée express, notamment, toutes les provinces sauf le Québec, vous allez devoir faire reconnaître vos diplômes par WES. Parfait. On a une question de Dania. When having a closed permit in Quebec, can we change the employer? And if yes, after how many months? Also, the new employer should repeat all the process with new TAQ and EIMT. Donc, c'est vraiment par rapport à la durée pour ce qui est d'un permis de travail fermé, puis si jamais on veut faire un changement en cours. Yes, so if you want to change employer during your initial work permit, you have to obtain a new work permit. So your employer have to reapply for an LMIA and a CAQ. So there is no notion of months, meaning if you arrive in Montreal and then after 1 month you want to switch employer, then you will have to apply for a new work permit. So it's again a 6 months delay. So that was I was saying that take the time to choose an employer or a job that you will get on with. Because if you want to change after 1 month, then you have to wait for like another 6 or 9 months to get a new work permit and to be able to change, to switch employer or switch jobs. Merci. On a une question de Najwa. Bonjour, je suis libanaise. J'ai un diplôme en sciences de laboratoire médical. Est-ce que je pourrais trouver un travail en laboratoire médical qui ne nécessite pas une autorisation d'exercer la profession? C'est vraiment particulier comme question, donc je te laisse répondre, Laurine. C'est effectivement très spécifique. Déjà, ce n'est pas un secteur qui est spécifiquement en pénurie. Ça, c'est une première chose à mentionner. Donc, tous les employeurs ne vont peut-être pas forcément être ouverts à l'idée de recruter à l'international. Et après, il faut vraiment se renseigner la profession par profession. Quelles sont les exigences pour exercer la profession? Parce que généralement, quand on a un ordre qui régule la profession, c'est très rare de pouvoir contourner les démarches à effectuer, de pouvoir occuper un emploi sans avoir un permis d'exercice ou autre. Donc là, je dirais, il faut vraiment regarder en fonction de la profession bien spécifiquement. Et puis après, c'est ça, auprès de l'ordre aussi, s'il y a un ordre qui régente la profession. Parfait. Je vais passer à la question de Nathalie, puis ensuite, on a 3 mains levées. Donc, Nathalie, pour ceux qui ont reçu un visa de résidence permanente, ils peuvent travailler par défaut s'ils trouvent un emploi, non? Dans ce cas, y a-t-il des associations qui nous aident à trouver un emploi? Oui, alors effectivement, quand on est résident permanent, j'enlève la partie visa parce qu'on fait souvent la confusion entre le visa et le statut. Donc, quand vous êtes résident permanent, je vais dire ça de manière triviale, vous êtes comme un Canadien sans le droit de vote. C'est-à-dire que vous pouvez travailler, vous pouvez étudier, vous pouvez ne rien faire si ça vous chante. Vous pouvez ouvrir une entreprise, la seule chose que vous n'avez pas le droit de faire, c'est de voter. Donc, vous pouvez effectivement vous rendre au Canada et puis travailler ou changer d'emploi comme vous voulez, etc. Mais après, pour les organismes qui aident à trouver des emplois, oui, il y en a beaucoup. Vous avez les plateformes d'emploi comme nous. Si là, j'imagine que quand vous avez des échos d'offres d'emploi, vous les partagez. Vous avez aussi des groupes Facebook, etc. Donc oui, des organismes qui aident à trouver un emploi, il y en a. Et petit point de vigilance aussi, on a parlé des professionnels réglementés. Trouver un emploi, ça ne coûte rien. Donc, des organismes qui vous facturent pour vous trouver un emploi, généralement, ça sent pas très bon. Donc, trouver un emploi, vraiment la recherche d'emploi ne devrait pas vous coûter quoi que ce soit. C'est un très bon point. J'ajouterais ici qu'on peut travailler dans n'importe quel domaine. Ce n'est pas nécessaire que vous travaillez dans votre domaine d'études. Donc, on peut commencer par travailler dans un restaurant ou vendeur, ou il y en a beaucoup qui travaillent aussi comme Uber. Donc, il y a plein de possibilités. Puis, petit à petit, vous pouvez chercher un emploi dans votre domaine. Mais une fois que vous êtes résident permanent, vous êtes sur place, vous aurez l'embarras du choix, honnêtement. Oui. C'est sûr qu'en ce moment, parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, c'est plus facile, mais à des moments, quand l'économie n'était pas bonne, c'était plus difficile. Je vais passer la parole à Ryan, qui a levé la main. Ensuite, on prendra juste donc, ces 3 dernières questions, puis on va conclure. Donc, ensuite, Study Language et Sarine. Donc, Ryan, si tu veux prendre la parole.
Bonsoir. D'abord, je vous remercie amplement pour votre support et votre soutien. Comme j'ai déjà mentionné, j'ai reçu mon CSQ de la part de Québec et j'ai envoyé tous les documents. Mais j'ai essayé en même temps d'envoyer ma candidature sur des différents sites en étant une enseignante de français, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas pu avoir une offre d'emploi. Est-ce que c'est normal ou bien il faut avoir un permis d'enseignement? Donc, comment je peux avoir ce permis et je suis déjà au Liban avant de voyager et je suis un peu perdue. Alors, il y a deux choses. Donc, sur la partie immigration, on n'en reparle pas. Sur la partie trouver une offre d'emploi. Déjà, il n'y a pas tous les employeurs qui sont ouverts au recrutement à l'international. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Fanny a donné un très bon exemple des employeurs qui recrutent à l'international. Il y en a beaucoup, mais pas tous. Donc, quand vous envoyez des candidatures, si vous n'avez pas la certitude que c'est un établissement d'enseignement qui recrute à l'international, c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas de réponse, tout simplement, pas par rapport à votre profil, mais parce qu'ils ne recrutent pas à l'international. Ça, c'est la première chose. Après, pour le permis d'enseigner, on va revenir à c'est spécifique par personne, etc. Ça, il faut directement vous renseigner auprès si on parle du Québec, au ministère de l'Enseignement du Québec. Ils ont je pourrais retrouver le lien puis le transmettre à Scylla ensuite pour qu'il vous le fasse passer. Ils ont une page dédiée qui explique un petit peu toutes les démarches par lesquelles vous devez passer pour obtenir votre permis d'enseigner. Là, il y a une question de reconnaissance des diplômes, donc ça va être vraiment propre à la formation que vous avez suivie au Liban ou ailleurs. Et puis, ça, c'est au niveau du ministère qui délivre les permis d'enseigner. Après, ce n'est pas forcément parce que vous allez d'abord avoir votre permis d'enseigner que ça va faciliter le fait d'avoir une offre d'emploi. C'est vraiment des choses qui seront en parallèle. D'accord, j'ai compris. Une autre question, s'il vous plaît. J'ai lu sur le site officiel de Québec qu'il y a un programme de mobilité internationale plus qui peut recruter des gens qui sont déjà à l'étranger. Est-ce que vous avez une information concernant ce programme? Oui, c'est quelque chose qui va rentrer en vigueur cet été. Là, on a eu les annonces il n'y a pas longtemps. On n'a pas la date d'entrée en vigueur officielle. C'est effectivement un programme qui va permettre aux détenteurs d'un CSQ, donc comme vous, qui sont en dehors du Canada, de peut-être se voir délivrer un permis de travail ouvert. Donc là, il faut vraiment pour l'instant attendre que le programme rentre en vigueur et puis après, il faudra regarder à votre niveau si vous qualifiez pour ça. C'est un nouveau programme, effectivement, qui s'adresse, c'est ça, aux travailleurs qui ont un CSQ et qui sont à l'extérieur du Canada et pas résidents permanents. Et qui devront entrer en vigueur là cet été, puisqu'ils l'ont annoncé début avril et ils parlaient des prochaines semaines, donc ça s'en vient. Merci beaucoup. Je vous remercie amplement. Merci. De rien. Avec plaisir. Donc, on a vraiment dépassé dans les temps. Je sais qu'on a reçu encore des questions. Comme j'avais promis à Study Language de prendre la parole, s'il vous plaît, une question rapide parce qu'on doit conclure. Merci beaucoup. Puis, je demanderai à Joël de mettre le feedback form. Entre-temps, comme ça, vous allez pouvoir le remplir. Bonsoir. Merci beaucoup pour la session. Et une demande à Laurine. Moi, j'ai effectué tous les documents et j'ai eu l'invitation pour Saskatchewan. Et là, j'attends l'acceptation. Mais avec ImiJob, c'est possible de chercher un travail là-bas? C'est la première question. Et tous mes diplômes ont été, comment dirais-je, acceptés par WES. Une maîtrise de comptabilité et finance et 2 masters. Est-ce que je dois, et ils m'ont dit que il y a quelque chose à régler pour travailler dans la comptabilité et la finance. J'ai pas su ce que je dois faire là. Alors, pour la première partie de la question, on ne travaille pas du tout avec des employeurs dans la province de la Saskatchewan. Donc ça, malheureusement, au travers d'ImiJob, on ne pourra pas… en tout cas, si demain j'ai un employeur en Saskatchewan, je penserai tout de suite à vous parce que ce n'est vraiment pas une province avec laquelle on travaille. Pour la seconde partie, alors je ne suis pas sûre de comprendre la question. Soit c'est WES qui vous dit qu'il faut régler quelque chose et effectivement, l'évaluation des diplômes est payante auprès de WES. Ils n'ont pas dit ça. C'est peut-être une question de l'ordre des comptables ou quelque chose comme ça. Oui, parce qu'il faut peut-être devenir CPA. Là, on est vraiment sur l'ordre, effectivement, la profession de comptable ou de financier est réglementée au Canada. Il y a un ordre et pour exercer à titre d'expert comptable, il faut être CPA, effectivement. Ok. Merci.
Donc, voilà, on a dépassé quand même de 10 minutes. J'aimerais vraiment remercier toutes les personnes qui ont participé, qui ont posé des questions. Nous avons des événements aussi à venir avec Sila, donc un événement un webinaire sur l'intégration, un webinaire sur la recherche de logement. On vous propose de nous suivre sur Facebook, de nous écrire via notre site web. Puis, si vous avez encore des questions auxquelles on n'a pas répondu aujourd'hui, n'hésitez pas à nous écrire. Donc, on va transmettre vos questions à Imétis, Imijob et à Le Petit Voilier. Et puis, je vous demande vraiment de remplir le formulaire d'appréciation. Comme ça, on va avoir votre feedback. On va pouvoir améliorer nos prochains webinaires. Je ne sais pas si Laurine, Fanny, Rita, vous aimeriez prendre la parole pour conclure. Donc, je vous cède la parole. Merci à tous. Moi, je voudrais simplement remercier à nouveau Sila, Rita et Fanny pour le webinaire, pour la participation, pour le témoignage et vous redire qu'en immigration, quand on anticipe, ça se passe bien. Vraiment, il y a des délais, il y a des coûts, mais quand on prend le temps de faire démarche par démarche, ça se passe. Et je pense que Fanny pourra confirmer avec le fait qu'elle recrute à l'étranger. Donc, oui, il y a des délais, mais ça finit par aboutir. C'est ça, ça vaut le coup. C'est un long parcours, mais au final, ça vaut le coup. C'est ça. Merci à tous. Et puis, l'autre chose, c'est que, vraiment vite, c'est que on pense qu'on a fait le plus dur une fois que ça y est, on a décroché l'offre d'emploi, qu'on a obtenu le permis de travail. Mais juste de se dire que, une fois qu'on y est, il y a aussi quand même pas mal de défis qui vous attendent, le choc culturel, etc. Mais que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Il faut passer par là, mais ça vaut le coup. Le Canada est un beau pays. Les gens sont accueillants et vraiment, ça vaut le coup si c'est vraiment votre rêve et votre projet, allez-y, c'est possible, tout est possible. Ça va vous demander peut-être du temps, beaucoup de démarches, mais en tant qu'employeur, voilà, les gens qui se démènent, qui vraiment veulent se démarquent aussi du lot. Donc, vraiment, allez-y, ne perdez pas espoir et ça vaut le coup. Excellent. Merci beaucoup à tout le monde. À la prochaine. أنا بحب زيد شيء قبل ما أقفل. أكيد تفضلي. أنا بقول لهم إنه يلي عنده شهادة بالبيتيت أنفانس ما يتأخر ويقدم على البيتي فواليه لأنه عن جد بيلاقوا كل الدعم والاهتمام. وكمان يلي معهم شهادة من كلية التربية فيني أقدموا من هونيك وياخدوا جوب هون رايت أواي، يعني منهم بحاجة حتى لأنه كتير أشخاص بعرفهم كلية التربية بتنعد مثل كأنه عامل إديكاسيون هون بس للأديلت منه للبيتيت أنفانس. فهيدي في كمان يمكن ميسن ذكرت هيدا الشيء، فهذا الشيء بيساعدها لأنه هي إذا معها شهادة من كلية التربية she can do it. أوكي وبون شانس. ميرسي. Excellent. Merci Rita. Merci لكم كلكم. باي باي.